Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Ici, on parle transition écologique et RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Antoine Détourné, délégué général d'ESS France, la Chambre française de l'économie sociale et solidaire, qui lance Carteco. Carteco, c'est la première plateforme des acteurs de l'économie circulaire. Comment adopter des réflexes écolos au volant, moins consommé et donc moins pollué? C'est possible, on découvre les astuces d'éco-conducteurs dans notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour est signée de l'éleveuse Émilie Janin. Après 50 bagarres politiques, administratives et financières, elle va déployer son abattoir mobile pour bovins. Son entreprise s'appelle Le Bœuf Éthique. Voilà pour les titres: économie circulaire, transport, bien-être animal. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer tout de suite. Bonjour Antoine Détourné, bienvenue. Vous êtes donc le délégué général d'ESS France. On va commencer peut-être par définir les missions de cet organisme qui a été créé par la loi sur l'économie sociale et solidaire de juillet 2014. C'est quoi votre rôle? Alors, ESS France, c'est une organisation qui fédère les réseaux d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, reconnus par la loi de 2014, mais qui a une existence un petit peu plus ancienne. Notre mission principale, c'est de porter la voix de référence de l'économie sociale et solidaire. Économie sociale et solidaire, selon le périmètre de cette loi, donc ce sont des entreprises qui ont fait le choix d'emblée d'essayer d'accorder leur finalité sociale, écologique, avec leur fonctionnement, une personne égale une voix, une lucrativité limitée, avec leur statut. Et donc ce sont ces entreprises que nous représentons au quotidien. Mais ça représente quel poids économique, quel poids social? Un poids souvent sous-estimé. Si on compte le poids en emploi, c'est à peu près un emploi privé sur 7. Donc l'économie sociale et solidaire est souvent tout autour de nous, parmi nous dans notre quotidien, sans qu'on le sache vraiment. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'entreprises. Moi, j'ai tendance à pas trop la valoriser selon sa contribution au produit intérieur brut, parce que ce n'est pas forcément une bonne façon de mesurer, je pense qu'on le verra, son apport à la société et à l'activité économique. Alors j'avais trouvé ces chiffres: 221 000 structures, 2 300 000 salariés, 22 millions de bénévoles. Et donc vous lancez, l'actualité c'est ça, vous lancez en partenariat avec l'ADEME et avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, vous lancez une plateforme des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Une plateforme, ça veut dire quoi? C'est une sorte de carte? C'est quoi cette plateforme? C'est bien ça. Alors cette carte, elle est dédiée aux acteurs, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire qui agissent dans le champ de l'économie circulaire. Pourquoi on lance cette carte? Parce que d'une part, ça répond à un besoin de proximité. On a énormément d'acteurs, on a énormément de gens qui communiquent. On a souvent eu des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui étaient pionnières dans le domaine. Et puis on a un petit peu oublié ce rôle-là. Aujourd'hui, on a de plus en plus de citoyens, d'entreprises, de collectivités qui se disent: mais où puis-je trouver des acteurs en proximité et qu'est-ce qu'ils font? Et donc la réponse à ce besoin, c'est Carteco, qu'on va trouver sur le site carteco-ess.org. Carteco-ess.org. Voilà, okay. Exactement. Où des réseaux de l'économie sociale et solidaire en région ont fait un travail de recensement, 7 réseaux régionaux qui est amené à se développer, à se déployer pour justement valoriser ce travail et permettre à chacun et à chacune de trouver en proximité l'acteur du bout de sa rue ou de sa ville. Comment ça marche concrètement? C'est une carte interactive? C'est tout à fait interactif. Donc il y a eu un travail de recensement préalable. On a quand même aujourd'hui, pour vous dire, comme c'est tout sauf négligeable, plus de 1500 entreprises, et encore, on ne couvre pas encore entièrement tout le territoire de la France métropolitaine. C'est 7 régions test. Voilà, dont une partie de l'outre-mer aussi qui reste à couvrir. Donc on a 1500 entreprises qui se sont manifestées, qui ont été recensées. Et aujourd'hui, toute entreprise de l'économie sociale et solidaire agissant dans le champ de l'économie circulaire peut se faire recenser, se manifester sur le site internet et contacter ses acteurs locaux pour être visible. Oui, donc le premier champ d'action, c'est l'économie circulaire. Donc là, on va dire la valorisation des déchets pour simplifier. Quelques chiffres: 4,9 tonnes de déchets par habitant et par an en France. Et puis vous l'avez dit, donc 7 régions pilotes avec 1500 acteurs de l'économie circulaire qui sont mobilisés. La valorisation,
maintenant, ça passe par quoi? C'est quoi, pour vous, le levier ou les leviers? Quels sont les leviers les plus importants de cette valorisation des déchets? Les leviers les plus importants, c'est d'emblée de considérer qu'un déchet, c'est quelque chose qui puisse être revalorisé. Et c'est souvent en ça que les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont été en avant-garde, c'est que des choses qui étaient négligées, délaissées, qui n'étaient pas du tout dans les tendances de consommation actuelles, eh bien, eux les ont regardées autrement et se sont dit on peut encore en faire quelque chose. Cela mérite d'être retravaillé, cela mérite d'être présenté autrement et cela peut resservir. Et donc cette approche-là qui aujourd'hui se généralise dans la société, eh bien, c'est sans doute celle qui autour du déchet est la plus prometteuse. C'est donner une seconde vie aux objets, d'une certaine façon, ou aux matières. C'est créateur d'emplois? C'est créateur de beaucoup d'emplois. À peu près 2/3 des acteurs de l'emploi dans l'économie circulaire, ce sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est créateur d'emplois en général, c'est créateur aussi d'emplois dans tous les territoires. Il n'y a pas que dans les métropoles, il y a aussi dans les petites villes, les villes moyennes, dans les territoires ruraux. Dès qu'il y a un déchet, dès qu'il y a une idée et une volonté de le considérer, non pas comme un déchet, mais comme une ressource pour quelqu'un d'autre, eh bien, il y a une place. Est-ce qu'il y a de nouvelles filières qui se sont créées ou qui sont en train de se créer? Oui, on peut dire ça, et c'est aussi un des objectifs de Carteco, c'est de rendre visible cette filière, c'est de voir qu'on n'est pas sur le temps des initiatives un peu éparses, c'est fini. Nous sommes sur quelque chose qui est structurant, qui fait mouvement, qui est systémique, si vous me permettez le terme, et qui est amené à se développer. Mais vous avez des exemples de filières plus ou moins récentes de l'économie circulaire? Tout à fait. Je pense tout à fait à la filière jouets, par exemple. On est tous heureux d'offrir plein de jouets à nos enfants quand on en a les moyens. Certains en ont moins les moyens, et d'autres les jettent quand les enfants grandissent. Eh bien, la filière jouets, c'est une filière en plein développement, en pleine structuration, et vous voyez bien qu'on tient les deux bouts de l'économie sociale et solidaire. Le bout préservation de l'écologie, évitement du gaspillage, et de l'autre côté, le côté solidarité, donner accès à des populations souvent modestes, à des cadeaux pour leurs enfants. Alors, cette plateforme Carteco, elle s'adresse à tout le monde, les citoyens qui cherchent où valoriser ou jeter leurs déchets, mais ça s'adresse aussi aux entreprises. En quoi ça peut être intéressant pour les chefs d'entreprise, les cadres qui nous écoutent, d'aller sur Carteco? Alors, les entreprises et les collectivités territoriales qui sont en recherche aussi de traitement de leurs déchets, etc. Pourquoi c'est intéressant? D'une part, parce que ça peut répondre à des problématiques d'achat. On peut, par exemple, pendant la pénurie des vélos, on pouvait trouver des vélos chez ces acteurs-là. Ce n'était pas si évident que ça. C'est aussi un moyen de trouver des choses qui sont en pénurie par moment. On peut les avoir en proximité. C'est aussi un moyen, dans des politiques RSE sans doute, de changer le rapport aux déchets, à ce dont on se débarrasse, et se poser la question de ce qu'on en fait. Ce n'est pas que la question des approvisionnements, c'est que devient ce qu'on a utilisé. Donc vous voyez, il y a plein de logiques. Et la plupart des entreprises recensées sont des acteurs, j'ai envie de dire, des changements des pratiques citoyennes. Donc ils font aussi de l'initiation au recyclage, à l'upcycling. Donc ça veut dire que on peut imaginer un chef d'entreprise qui va proposer des formations de la pédagogie à ses salariés. Tout à fait, et même parfois surprendre ses salariés en voyant ce qui peut être fait de ce qui est jeté. Donc on voit bien, ça peut être aussi un projet managérial de dire on va voir comment ils font eux pour s'en inspirer et pour changer nos pratiques et développer notre politique RSE. Donc Carteco vient de démarrer dans 7 régions test sur ce domaine particulier de l'économie circulaire, on va dire de la valorisation des déchets. Elle a vocation à mailler le territoire, à s'étendre à d'autres secteurs? Écoutez, on l'a lancé la semaine dernière et il y a énormément de gens qui se sont manifestés depuis en disant on veut être recensé, on veut être région également. On n'était pas région pilote, mais on veut en être. Donc c'est sa vocation à se déployer. C'est un commun numérique, c'est comme ça qu'on l'a conçu, c'est-à-dire comme quelque chose qui est appropriable par les uns et par les autres et pas une chasse gardée de SS France. Bien au contraire, c'est une contribution à l'intérêt général et c'est ce que nous demandaient nos partenaires ADEME et Agence de cohésion des territoires tout particulièrement. Donc, on est sur quelque chose qui a vocation à se déployer et sans doute toucher de nouvelles filières. Merci beaucoup, merci Antoine Détourné et bon vent à votre plateforme, bon vent à Carteco. Et si on apprenait à conduire maintenant notre voiture en mode écolo, ça vous tente? C'est tout de suite.
Comment adopter des réflexes écolos au volant, moins consommer, donc moins polluer? Évidemment, c'est possible. On découvre les astuces des éco-conducteurs grâce à nos invités. Bonjour Cédric Le Breton. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur commercial de Winao. Bonjour Johan Magot. Bonjour. Bienvenue, fondateur d'Harmonia Mobilité. On va commencer par présenter vos entreprises respectives. Cédric Le Breton, chez Winao, vous aidez les entreprises à mieux utiliser leur flotte automobile, on peut dire ça comme ça? On peut dire ça. Et effectivement, on essaie de passer par la motivation des collaborateurs qui aujourd'hui ont envie de changer un peu leur comportement. Et donc, on va leur amener du concret avec comme particularité de ne pas passer par de la géolocalisation comme les thématiques classiques, mais plus par des outils de motivation cognitifs qui vont rendre les gens fiers de modifier leur comportement. C'est un jeu en quelque sorte, vous l'avez rendu ludique, quoi. C'est exactement ça. C'est à celui qui sera le producteur le plus sobre. On va apprendre et on va se rendre compte que c'est pas facile d'éco-conduire, que c'est pas lié à une typologie d'usage ou à un niveau hiérarchique, et peut-être que la responsable du contrôle de gestion va pouvoir battre le commercial qui est sur la route matin, midi et soir. Voilà, donc c'est quelque chose qui est technique et qui peut être marrant. Avec quel niveau d'économie réalisé? Alors j'imagine que ça dépend des entreprises, des flottes, etc. Mais il doit y avoir une moyenne. Alors la moyenne, ce qu'on annonce pour être, je dirais, commerçant, c'est de l'ordre de 15% sur l'ensemble du cycle. Donc nous souvent on signe des contrats de 3 ans. Et ça peut monter jusqu'à 25% dans le sens que notre application ou notre solution permet en fait de mettre le bon véhicule pour le bon usage. Donc vous allez par exemple mettre un véhicule hybride quand réellement il y en a besoin, ou aussi vous allez pouvoir enlever des véhicules de la flotte. Alors ça, on en parlera notamment de l'utilisation et de la conduite de véhicules hybrides. Johan Magot, vous proposez quoi, vous, aux clients d'Harmonia Mobility? Alors nous, chez Harmonia Mobility, nous accompagnons les entreprises à optimiser leur mobilité, c'est-à-dire la rendre plus écologique, à la rendre aussi plus sûre. Donc on travaille sur le comportement du conducteur, et en ce sens, on s'appuie sur des solutions de type celle proposée par Cédric, comme Winao, et également en respectant quand même les critères économiques. Ça, c'est assez important. Mais on essaie vraiment d'aider les entreprises à atteindre leurs différents objectifs et à leur proposer une roadmap pour vraiment modifier leur mobilité, suivre aussi le contexte législatif et environnemental qui est très mouvant, et les offres constructeurs également qui évoluent de jour en jour. Oui, ça va bien au-delà de la conduite automobile, en fait, la gestion, ce que vous appelez la gestion opérationnelle de la mobilité des salariés. Complètement. En fait, on a un premier travail qui est aussi de trouver la bonne mobilité pour les conducteurs, mais qui correspondent aussi d'un point de vue RH, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose à mon conducteur ou à mon collaborateur comme moyen de mobilité dans le cadre du plan de mobilité, par exemple, et qu'est-ce qu'on propose et est-ce que c'est suffisant pour pouvoir l'attirer, le faire venir et le garder dans l'entreprise. Donc ça, c'est un volet RH. Ensuite, il y a le volet écologique. Donc, on travaille sur la transition énergétique, mais également, du coup, l'accompagnement sur la mise à disposition de solutions de recharge. Ça, c'est un point qui est essentiel, qui est clé dans la réussite. Et derrière, évidemment, il faut que ces solutions rentrent dans un cadre budgétaire qui soit acceptable et accepté par les entreprises. Bon, alors, on rentre dans le vif du sujet. Quelques conseils. Vous donneriez quoi comme premier conseil? Peut-être, est-ce qu'on peut identifier le moment où un conducteur gaspille le plus de carburant? Est-ce que c'est possible, ça, Cédric Le Breton? Alors oui, on sait à peu près quand il gaspille le plus. La première chose, c'est déjà de bien choisir l'utilisation de son véhicule. Si vous êtes embouteillé, par exemple, vous pouvez être la meilleure éco-conductrice ou éco-conducteur du monde. Voilà, vous êtes dans les embouteillages, vous allez faire accélération, freinage. Donc la première chose, c'est essayer déjà de regarder si son trajet, on a vraiment besoin de le faire à ce moment-là. Il y a quand même plusieurs trajets où on peut vérifier à l'avance s'il faut partir maintenant. Ensuite, il y a des trajets. Naturellement, on est habitué à prendre toujours le même trajet. On va peut-être pouvoir prendre un trajet un tout petit peu différent, mais qui va faire moins d'arrêts, moins de relances. Et donc ça, c'est comme ça qu'on va optimiser. C'est ce qu'on va aussi proposer dans l'application aux gens de réfléchir à ça. Oui, parce que donc ce que je vous entends, ce qui consomme, c'est l'embouteillage, le stop and go permanent, quoi. C'est de relancer le véhicule. Donc une des clés pour l'éco-conduite, c'est d'anticiper pour pas avoir à mettre le véhicule à l'arrêt et lui demander une forte puissance pour le relancer. Donc plus vous avez d'élan, et moins vous avez besoin de relancer le véhicule. Johan Magot, il y a des formateurs en éco-conduite, ça existe? Oui, il y a des formateurs, en effet, des vraies solutions, alors qu'il existe à la fois en distanciel, un seul format proposé par Winao notamment, mais aussi en présentiel. En fait, comment ça se passe généralement? C'est que quand ça se passe en présentiel, le conducteur fait déjà un premier trajet avec ses habitudes de conduite à lui.
Ensuite, ils rentrent dans une salle de formation et ils vont avoir toutes les bonnes pratiques à adopter pour vraiment partir sur l'éco-conduite. Ils vont l'appliquer sur le même trajet, mais avec justement en faisant très très attention, comme le disait Cédric, à bien élancer le véhicule, à pas freiner trop brusquement, à pouvoir anticiper, décélérer en anticipant, ou simplement aussi, on parle rien qu'au démarrage de la voiture, il faut aussi quelques minutes sur une vitesse assez modérée pour pouvoir réchauffer le moteur, parce qu'on sait qu'une forte accélération sur un moteur froid, c'est quelque chose qui est très polluant et très consommateur d'énergie. Donc il y a voilà, toutes ces best practices à avoir, et on se rend compte que dans les formations, entre le premier trajet fait sur les habitudes de conduite et le second trajet avec ce qu'on a appris et notre prise de conscience, on peut gagner 20-25% de consommation, et donc c'est assez marquant. Est-ce que, alors peut-être que je suis totalement à côté de la plaque, mais cette impression que j'ai parfois moi sur la route que ceux qui conduisent des voitures de flotte automobile, ils se permettent des choses qu'ils ne se permettraient pas avec leur propre voiture. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, vous n'êtes pas à côté de la plaque. En effet, en fait, les entreprises qui ne prennent pas conscience de ce sujet-là, donc qui ne prennent pas conscience des impacts que ça a, à la fois environnementaux, économiques, et aussi sur la sinistralité d'ailleurs des véhicules, qui ne sensibilisent jamais les conducteurs. En effet, il peut y avoir des conducteurs de véhicules de fonction qui roulent n'importe comment, qui font des dépassements très dangereux, qui font des accélérations brusques, des freinages brusques. Vous avez complètement raison, on en voit tous les jours. Et en fait, c'est pour ça que les entreprises ont tout intérêt à embarquer avec eux leurs conducteurs, à déjà prendre conscience qu'il faut faire quelque chose, à embarquer les conducteurs, les sensibiliser sur le sujet, leur expliquer en quoi ce sera bénéfique pour l'entreprise, mais aussi pour eux, pour qu'eux puissent se dire que l'entreprise est quand même très volontariste sur ce sujet-là. Ça va aussi leur apporter des choses et accompagner le mouvement. Ça, c'est très important et c'est une clé de succès pour les entreprises. Cédric Le Breton, le levier psychologique, alors vous êtes plutôt dans la gamification, mais le fait de se sentir surveillé d'une façon ou d'une autre, j'imagine, ça impacte le comportement du conducteur. C'est quoi les freins psychologiques que vous rencontrez ? Le premier frein psychologique, c'est effectivement, est-ce que vous savez où je vais, quand je vais, à combien je roule? Donc tout ça, nous, on ne le sait pas, puisque c'est des anonymes. Enfin, on n'a pas de géolocalisation. C'est justement l'originalité de notre système, c'est de dire aux gens, on sait si en moyenne vous roulez trop vite, mais on ne sait pas à un instant T. On sait vos trajets, mais on ne sait pas où vous allez, et on sait le jour où vous avez utilisé le véhicule, mais on ne sait pas l'horaire. Donc, c'est justement pour ça que sur les instances représentatives du personnel, nous, on s'appuie beaucoup sur eux, parce que justement, on sort quand même de crise sociale où les gens, justement, n'aiment pas trop ce côté être fliqués. Et là, on dit aux entreprises, faites-leur confiance, ils vont vous surprendre positivement, plus qu'avec les anciens systèmes de télématique, où on sait tout ce qu'ils font, le radar, le truc, le machin, mais qui finalement... Mais les gens, on est sur une période où on pousse les gens à faire du télétravail, à se prendre en main. Donc là, on leur dit aussi, continuez cette tendance et laissez-les, ils vont vous surprendre. Et ça marche très très bien. Il y a un deuxième point qui est important sur ce côté gamification et sociabilisation, c'est que dans une entreprise, imaginez que vous êtes une entreprise, je ne sais pas moi, de travaux publics. Vous allez avoir un directeur d'agence, vous allez avoir des dépanneurs, vous allez avoir un responsable comptable. Tous ces gens-là auront une voiture. C'est la seule fois où vous allez pouvoir vous comparer d'égal à égal, niveau hiérarchique, âge, sexe, voilà. Et vous allez pouvoir discuter et mettre en avant des gens plus que d'autres par rapport à un truc où tout le monde est égal. Chacun lutte contre son véhicule. Donc vous ayez un utilitaire ou une Renault Clio ou une Porsche, vous luttez contre votre véhicule. Donc ça, c'est rigolo quand même. Oui, effectivement. Alors, quels sont, en dehors, vous l'avez un peu évoqué, mais en dehors de la conduite, qu'est-ce qu'il y a comme conseil ou comme astuce pour moins polluer avec la voiture ? Vous diriez quoi, Cédric Le Breton? Je dirais quand même un point sur la conduite qui n'est pas naturel et qui va peut-être mettre plein de gens à dire non, mais qu'est-ce qu'il raconte, qui est bien connu par les chauffeurs routiers. C'est que quand on relance son véhicule et qu'on va faire une vitesse stable, donc par exemple une sortie de péage ou une sortie de rond-point, après on va rouler sur une nationale, il faut accélérer fort. Et ça, les gens, ils sont complètement... non, moi je suis progressif. Non, on relance le plus vite possible la voiture pour la mettre à vitesse stabilisée. Et ça, du coup, il faut faire un peu des maths avec les gens. Il faut dire, oui, vous avez raison, quand on appuie fort, on consomme beaucoup, mais sur un temps très court. Et donc là, je ne vais pas dire que les Français ne sont pas forts en maths, mais ce n'est pas tout de suite naturel. D'accord. Et notre application ne Moi, cesse de je ne le fais jamais, ça, donc je vais y penser maintenant. Et je vous jure que notre application ne cesse de leur dire accélérer. Et les gens disent, il faut que j'accélère pour moins consommer. Ok, je sors du péage, j'accélère pour me remettre à 130 le plus vite possible. Voilà, exactement. Et après, vous bougez plus de 130. C'est noté. Peut-être pas la zone rouge. Évidemment, non, bien sûr. Oui, je vais pas pousser. Alors, je reste avec vous, Cédric Le Breton, parce que cette histoire de flotte automobile en véhicule hybride, c'est pas forcément synonyme d'économie. Pourquoi ?
Alors pourquoi? Parce qu'un véhicule hybride doit être bien utilisé. Comme l'a dit Johan, il y a cette question de la recharge du véhicule. Un véhicule hybride, la plupart des véhicules hybrides, c'est un moteur relativement petit essence qui doit tracter une énorme quantité de batterie et donc un poids très élevé. Donc dès lors que c'est bien utilisé, c'est un véhicule vertueux. Dès lors que c'est mal utilisé, c'est pire. Vous avez un petit moteur pour tirer quelque chose qui était plus lourd qu'avant. Donc par rapport à un diesel, vous avez des consommations qui peuvent atteindre 1, 2, 3 litres de plus. Ça, c'est le mauvais côté. Mais si par contre vous drivez bien les gens et que vous leur donnez le mode d'emploi, comme beaucoup de choses, je suis sûr que sur votre smartphone, si on ne vous a pas expliqué comment recharger votre smartphone, au bout de 2 ans, la batterie, vous allez être comme beaucoup de monde, vous allez râler en disant « Oh, la batterie, Samsung, iPhone, je ne sais pas quelle marque, ça ne marche pas bien ». Non, vous n'avez pas bien utilisé le produit comme il est conçu. Alors là, en 30 secondes, un conseil pour bien conduire une voiture hybride? Pour bien conduire une voiture hybride, déjà, jamais être totalement déchargé. Ça, c'est une première chose. Après, se servir du freinage. Et puis, une voiture hybride, ce n'est pas fait pour rouler très vite, dans le sens que hybride ou électrique, on roule aux limitations, c'est obligatoire. Merci beaucoup, merci à tous les deux. J'ai noté plein de trucs, donc je vais appliquer ça le plus vite possible. On passe à la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Émilie Janin et son bœuf éthique. Bonjour, bienvenue. Vous êtes éleveuse et vous venez de créer le premier abattoir mobile pour bovins en France. C'est né comment cette idée? Racontez-moi. Eh bien, alors moi je suis paysanne depuis une quinzaine d'années dans la Bourgogne, dans l'Auxois. Et en fait, quand on est éleveur, on a cette problématique qui nous est posée régulièrement, c'est-à-dire celle de la mort de nos animaux et des conditions d'abattage. Donc comme tout le monde, j'ai été choquée, comme beaucoup d'éleveurs, par les vidéos choc qu'on a tous vus. Et donc il y a 5 ans, j'ai découvert qu'il existait un abattoir mobile qui fonctionnait en Suède. Et on a été le voir, et en revenant, c'était assez radical. Je me suis dit, si on peut pas le faire en France, en fait, moi je veux plus continuer à élever des animaux pour qu'ils continuent à aller dans des abattoirs qui existent actuellement. Je veux bien continuer à en élever et qu'ils soient abattus, ok, mais dans un abattoir mobile qui se déplace pour aller dans les fermes. Ouais. Donc le principe, c'est quoi? Expliquez-moi comment ça fonctionne. Bon, on le comprend avec les termes, abattoir mobile. Donc c'est plusieurs camions qui vont arriver chez l'éleveur. Comment ça marche? C'est plusieurs camions qui ont été aménagés d'une façon très optimisée, on va dire, pour mettre à l'intérieur de cette unité mobile toutes les étapes qu'il faut pour respecter les normes européennes de normes alimentaires, de réfrigération des carcasses, mais aussi pour le personnel, les bureaux sociaux, les espaces sanitaires, etc. Donc tout ça, c'est 4 remorques de camions qui se déplacent de ferme en ferme. Et l'idée, c'est effectivement de se déplacer pour aller une journée d'abattage égale une ferme. Et donc, le principal avantage, c'est que du coup, les animaux ne sont pas transportés sur des longues distances. Ils ne vont pas être mélangés avec des animaux qu'ils ne connaissent pas. Ils ne vont pas être manipulés par des gens qui n'en ont pas l'habitude. C'est un peu comme si... c'est un peu la différence de rapport qu'on peut avoir aussi entre un rendez-vous où vous allez chez le banquier pour négocier un prêt ou alors vous accueillez le banquier chez vous pour négocier un prêt. On n'a pas le même rapport de force, mais c'est à peu près la même chose quand l'abattoir s'installe chez le fermier, sur la ferme. On voit mal comment, sous les yeux du paysan, avec les services de l'État qui sont là pour inspecter l'inspection vétérinaire, que ça se passe bien, on ne voit pas comment c'est possible d'avoir des maltraitances. Ouais. Alors, je reprends parce que vous avez détaillé, il y a déjà le transport. Ça peut être, je ne sais pas, en moyenne, c'est combien de centaines de kilomètres qui sont faits par les bovins pour arriver à l'abattoir? Eh bien, on n'a pas beaucoup de chiffres qui sortent et qui existent dans la filière, même s'il y a une très très bonne structuration des choses. C'est pas transparent, mais ça peut être facilement, on va dire, plus de 100 km et en général plus de 400 à 500 km en général pour les animaux, les bovins. Quand ils sont dans une filière classique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en vente directe comme j'ai pu le faire moi, c'est-à-dire que je choisissais d'aller abattre dans l'abattoir qui était à 1 heure de la maison. Il y a simplement des régions où il n'y a plus du tout d'abattoir et où les éleveurs sont obligés d'aller dans d'autres régions. Et puis, dans certaines filières ou certaines espèces, on est carrément obligé de traverser la France. Ouais. Donc ça, c'est une première source de stress, évidemment, pour les animaux. Ensuite, ils sont regroupés, et donc avec d'autres animaux qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Il peut y avoir... Il y a parfois des blessures, Ils peuvent se blesser entre eux, ne serait-ce que par les secousses du transport ou parce que justement il y a des joutes entre les animaux parce qu'ils se connaissent pas et donc du coup il y a besoin de remettre un ordre hiérarchique dans le groupe, ou parce que quand ils vont être déchargés à l'abattoir, ils vont découvrir des espèces qu'ils ne connaissaient pas. Donc par exemple dans des abattoirs multi-espèces, il peut y avoir des moments où des bovins vont être mélangés à des porcins et les cochons peuvent faire beaucoup de bruit à la moindre réaction de stress et donc
des bovins peuvent être très très surpris juste par ce bruit qu'ils découvrent au dernier moment. Ouais. Enfin voilà, il y a tout un tas d'interactions comme ça qui vont venir provoquer beaucoup de stress. Et je trouvais ça assez aberrant que voilà, à notre siècle où on a quand même beaucoup de technologies, on n'avait pas pensé à ça plus tôt, c'est-à-dire déplacer les technologies vers les animaux pour préserver ces êtres sensibles de ceci, parce qu'on a certes besoin de continuer à faire de l'élevage pour valoriser des herbages, des surfaces naturelles où seuls les herbivores peuvent valoriser de l'herbe et des fourrages. Mais comment on fait pour que ces éleveurs puissent rester en place économiquement et qu'on offre une fin digne aux animaux? Oui, parce que économiquement pour les éleveurs, ça a aussi des conséquences. Il y a moins d'intermédiaires, j'imagine. Il y a moins d'intermédiaires dans le modèle qu'on développe. Il y a aussi beaucoup moins de pertes et de causes de saisie enfin, en tout cas, il y a plus de transparence parce que comme on ne déplace pas ces animaux, comme ils ne sont pas abîmés entre guillemets par tout cela. Forcément, la qualité du produit final, elle s'en ressent aussi. Donc, c'est gagnant pour l'éleveur à la fois, mais aussi pour le consommateur, enfin pour tout le monde en fait, parce que c'est un peu comme si dans le vin, on avait choisi d'aller vinifier le vin de l'autre côté de la France pour des raisons économiques. Ouais. Quoi. Mais alors, je vous entends depuis quelques minutes. Pourquoi ça a pris 5 ans entre ça, le jour où vous avez l'idée et aujourd'hui? Mais ça, c'est les histoires. Les lourdeurs franco-françaises sont voilà. Et puis il se trouve que en France, il s'est instauré depuis que l'abattoir n'est plus un service public, c'est-à-dire à peu près en 57, quand la France est rentrée dans l'Europe. C'est à peu près dans ces eaux-là, l'abattage n'était plus considéré comme un service public, de santé publique. Pourtant, ça en relevait de par la prévention de multiplication de zoonoses, etc. Bref, donc du coup, c'est devenu privé. Et avec cette mission qui est passée au privé, il y a une concentration énorme des outils d'abattage dans les mains de quelques acteurs industriels privés, avec des très très gros, et donc ils ne sont pas en situation de monopole, mais d'oligopole. Et du coup, ils exercent des pressions, on va dire, et ils sont reconnus comme les experts. Et donc, eux, pendant très longtemps, on fait le bluff en disant c'est pas possible de faire de l'abattage mobile. Et en fait, manque de bol pour eux, c'est écrit noir sur blanc. La réglementation européenne le prévoit. Et donc, du coup, on a pu petit à petit arriver à le faire comprendre au plus haut niveau. Et c'est très bien parce qu'on a une expérimentation qui a été votée en 2018. Donc voilà, on s'y met. Et ça démarre, et ça démarrera cet été. Merci et bravo de ce combat, parce qu'il a fallu de la persévérance et de la ténacité. Merci Émilie Janin, et bravo pour ce bœuf éthique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur bismart.fr quand vous le souhaitez. Salut à toutes et à tous.